Vous êtes sur le podcast de Mappy Jauget ou Comment consulter en paix. Bonjour, bonjour. On est toujours dans le thème 2 où nous continuons à parler d'argent. Dans l'épisode 1, souvenez-vous, j'avais fait le lien entre les dépenses et le couple. Dans l'épisode 2, j'ai évoqué les recettes. Dans l'épisode 3, je vous ai parlé des dépenses personnelles. Et aujourd'hui, dans cet épisode numéro 4, nous allons évoquer les dépenses professionnelles. Mais pourquoi donc ? Mais tout simplement parce qu'il y en a beaucoup trop. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir ce sentiment où je me sens égorgée quand les appels à cotisation tombent. Quel est l'objectif de ce podcast aujourd'hui ? C'est de savoir ce qu'on dépense, de savoir et de le comprendre. Pourquoi ? Parce qu'en comprenant, vous avez forcément moins la tête dans le guidon, vous êtes forcément plus décisionnaire et ça vous permet d'anticiper, soit pour bien réguler vos cotisations, soit pour planifier si vous avez des projets, que ce soit immobilier, personnel, professionnel, des vacances. Donc, l'objet aujourd'hui n'est pas de rentrer dans des optimisations. Ça, je vous renverrai vers soit un comptable, soit un conseiller de patrimoine. Par exemple, la question qui se pose parfois, c'est oui, mais alors quel est le taux de dépenses pro que je dois avoir pour être bien comme il faut et payer mes cotisations plus tard ? Je ne rentrerai pas dans ces questionnements-là. En revanche, je vais évoquer les gros postes pro pour que vous les connaissiez, que vous sachiez ce que vous payez et pour que vous puissiez les comprendre. Aujourd'hui, la majorité de mes sources viennent des sites internet, notamment de la Carpimco et de l'URSSAF. Je vous invite régulièrement à aller les consulter. C'est quand même à la source que vous retrouverez la meilleure information. Et puis, je me suis aussi largement nourrie de la formation de Guillaume Lefebvre qui s'intitule « Comprendre nos charges sociales URSSAF et Carpimco ». Et j'avoue, je lui exprime au passage toute ma gratitude parce que via lui, bizarrement, l'information est un tout petit peu plus digeste. Et chaque année, en traitant ma 2035, je retourne me plonger dans cette formation-là pour bien comprendre ce à quoi je suis amenée et surtout pour traquer les erreurs, comme il le dit lui-même. Parfois, dans vos relevés, il y a des coquilles. Allez, on y va. Allons-y poste par poste. Je vais commencer par la Carpimco, tout simplement celle qui m'a posé le plus de difficultés récemment. Allez, Carpimco pour caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseur kinésithérapeute, orthophoniste et orthoptiste. En fait, ça devrait s'appeler la Carpimco. Pourquoi je vous cite les acronymes ? Vous êtes de la partie, vous êtes soit orthophoniste, soit médicaux ou paramédicaux. Vous devez savoir ce que c'est que la Carpimco. Peut-être que c'est justement parce que je suis ortho, je mets un point d'honneur. Pas un point d'honneur, je trouve ça, en termes de sémantique, hyper important de savoir ce qui se cache derrière un anagramme. Donc vous allez voir, je vais passer votre temps à les citer, si vous les connaissez tant mieux. Sinon, posez-vous toujours la question de ce qui se cache derrière. Ça met toujours plus de sens. Accessoirement, le A de Carpimco se pose pour autonome et on en reparlera ultérieurement dans ce podcast. Dans la Carpimco, vous payez plusieurs éléments, 4 de mémoire. Tout d'abord, le régime de base. Sur le régime de base, vous cotisez pour payer des trimestres. Et en fait, ce sont ces trimestres, vous allez cotiser un certain nombre de trimestres, qui vont vous permettre d'atteindre la durée d'assurance nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein au moment de votre âge de départ à la retraite. L'âge qui, grâce au 49.3, et c'est gentiment décalé, va en tout cas gentiment se décaler à la suite de la modification de la loi de retraite de l'hiver dernier. En fait, à la Carpimco, vous cotisez d'une part pour des points et d'autre part pour des trimestres. Et les points servent à établir le montant de votre retraite. Tout ça, donc en tout cas sur le régime de base, c'est un calcul qui est fait comme pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. J'avoue que perso, je n'ai pas bien compris le lien entre la Carpimco et la sécurité sociale, mais là-dessus en tout cas, ils se servent d'un pourcentage de ce fameux PASS, plafond annuel de sécurité sociale. Ensuite, vous cotisez un régime de retraite qui est complémentaire et qui lui vous permet d'acquérir des points. Et lui, c'est un montant qui est fixe. La troisième dépense, c'est l'ASV, l'avantage social vieillesse, qui lui aussi vous permet d'acquérir des points. On est toujours dans la notion de points. Et enfin, le régime d'invalidité décès, qui est un versement d'allocation journalière, qui inclut en tout cas, en cas d'incapacité, à partir de votre 91e jour d'arrêt. Pareil, on y reviendra plus tard dans ce podcast. Avant, c'est l'URSSAF qui couvre. Bon, sachant que 91e jour d'arrêt, vous avez 3 mois dans les pattes, c'est pas tout de suite.
Attention d'ailleurs, c'est aussi le versement d'une pension en cas d'invalidité qui empêcherait l'exercice de votre activité professionnelle libérale. Mais ça, uniquement à partir de votre 4e année d'incapacité. Mais quid des 3 premières? Donc attention, on y reviendra plus tard aussi dans tout ce qui est prévoyance. Et toujours dans ce régime invalidité-décès, il y a le versement d'un capital décès ou d'une rente de survie pour votre conjoint, ou bien d'une rente éducation pour vos enfants. Ça, c'est en cas de décès. Mais en cas de décès, si vous n'avez pas cessé votre activité libérale. Ça, c'est pour les 4 grosses dépenses que vous avez au sein de la CARPIMCO. Ensuite, le deuxième poste en termes de cotisation obligatoire, c'est l'URSSAF, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiale. Là-dessus, on va payer de la CSG, c'est-à-dire de la contribution sociale généralisée. Alors ça, c'est un impôt sur tous les revenus que nous avons. Ensuite, on paye la CRDS, contribution sociale au remboursement de la dette sociale. Alors là, allez comprendre pourquoi. On paye un impôt sur une dette. Enfin, moi, je veux bien payer un impôt sur mes revenus ou sur mes recettes, mais un impôt sur une dette, bon, ça peut laisser sceptique. Ensuite, vous payez votre assurance maladie. Ça, c'est notre petit cadeau et il ne faut pas bouder notre plaisir. Normalement, le montant est de 0 parce que vous êtes conventionné. En revanche, si vos revenus sont non conventionnés, si vous êtes complètement déconventionné de la Caisse nationale d'assurance maladie, ou si vous avez des dépassements d'honoraires, ou si vous percevez des revenus par rapport à une collaboration éventuelle, là, votre montant d'assurance maladie, il n'est pas de 0, il est positif. Vous allez ensuite payer un montant pour encore 1, 2, 3, 4 éléments. Le premier, c'est l'allocation familiale, c'est transparent. La CPF, normalement ça vous parle, c'est la cotisation à la formation professionnelle. C'est-à-dire, de façon obligatoire, on vous force à financer des OPCO, c'est-à-dire des opérateurs de compétences. Par exemple, c'est nous, les OPCO, ça peut être par exemple style le FIFPL ou le DPC. Et ensuite, eux vous reversent des montants quand vous repartez en formation. Alors déjà, est-ce qu'on n'aurait pas pu se financer tout seul comme des grands, puisqu'on est quand même censé être indépendant? Le deuxième point qui me laisse un tout petit peu amer, c'est qu'accessoirement, ces OPCO, ils arbitrent pour savoir les formations qu'on va suivre. Donc certaines formations vont être prises en charge, et forcément ça va nous faciliter la dépense. D'autres ne vont pas l'être, et ça va être double peine. Vous aurez payé votre CPF et vous allez repayer une formation. Par exemple, m'est arrivé l'année dernière de vouloir m'inscrire à une formation en communication non violente, en CNV. Eh bien, figurez-vous qu'elle n'était pas prise en charge pour les orthophonistes. Ben oui, en fait, le FIFPL vous dit, mais non, les orthophonistes, vous n'êtes pas des professionnels de communication. Vous n'avez pas besoin de vous former à la communication. Bah voyons. Donc là, on retombe dans des enjeux politiques qui à la fois dépassent notre sphère et à la fois sont bien ancrés dans notre quotidien, parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Un jour, il faudra quand même expliquer pourquoi les pros de la communication ne peuvent pas se former en com. Ça me... Bon. Ensuite, on paye toujours dans l'URSSAF la CURPS, c'est la cotisation aux unions régionales des professionnels de santé. Et le petit nouveau, c'est l'arrivée de la carence de 90 jours qui renvoie à ce qu'on paye dans la CARPIMCO en cas d'incapacité à partir du 91e jour. Et bien, l'URSSAF couvre les 90 premiers jours depuis juillet dernier. Et donc, vos indemnités journalières, elles existent et elles peuvent tomber. Mais là, pareil, c'est comme si on n'était pas indépendant. Maintenant, c'est obligatoire. C'est l'URSSAF qui prélève et c'est l'URSSAF qui indemnise. Plusieurs remarques à propos de ces 2 gros mastodontes de la cotisation obligatoire. D'expérience, si vous éprouvez une problématique pour payer l'une ou l'autre cotisation, ça m'est réarrivé récemment, c'est pas très rigolo. Vraiment, avant de contacter une banque et de solliciter un emprunt ou de puiser dans vos réserves, contactez-les, la CARPIMCO, les URSSAF, dites-leur votre difficulté de trésorerie et essayez de voir s'il y a un échéancier qui ne peut pas être mis en place. En fait, ça ne coûte rien de demander, ça vous prendra un tout petit peu de temps et de vous connecter sur votre espace personnel. Alors, juste pour information quand même, je vous raconte l'anecdote parce qu'elle est quand même intéressante. La CARPIMCO me répond « Oui, c'est tout à fait possible. Envoyez-nous le CERPA 6 juin, donnez-nous l'autorisation de prélever sur votre compte pro et nous, après, on vous délivrera un échéancier. » Mais vous rigolez? Donc, ils ne s'engagent absolument à rien. Ils veulent d'abord avoir l'autorisation de ponctionner
absolument ce qu'ils veulent. Et puis après, ils négocieront. Donc, alors, autant vous dire que ce n'est pas possible. C'est-à-dire que l'un des prérequis, c'est qu'aujourd'hui, dans notre société, on nous ferait croire que le prélèvement automatique, c'est une bénédiction, ça facilite la vie du consommateur. Mais c'est quand même juste une autorisation d'une entreprise qui peut venir ponctionner le montant qu'elle veut sur votre compte. Intellectuellement, ça me crispe pas mal. En revanche, l'URSSAF, quand vous les sollicitez, déjà, ils vous passent un coup de fil. L'échange est humain. La création de l'échéancier se fait de manière collective. Tout est consigné sur votre espace personnel. Et du coup, vous pouvez arriver à demander ça et ça se fait de manière rien à voir. Et donc, c'est vous qui effectuez un virement et donc, c'est vous qui donnez l'ordre pour envoyer le montant aux URSSAF en divisant concrètement à peu près par 3. Donc ça change un peu la vie. Deuxième remarque par rapport à ces deux gros, Carpimco et URSSAF. Ils portent sur le projet de loi de Levoy dont on avait entendu parler en 2019. Et donc tout à l'heure, je vous disais que le A de Carpimco, c'était pour autonome. En fait, l'une des pistes en 2019, au niveau de la réforme des retraites, était d'associer les caisses spéciales, par exemple la RATP, la SNCF, et les caisses autonomes, comme la nôtre, qui est autonome, les paramédicaux et notamment les avocats. Pourquoi est-ce qu'on voulait associer les caisses spéciales et les caisses autonomes? Si on fait un raccourci, les caisses spéciales sont déficitaires, les caisses autonomes, elles, sont excédentaires. Donc en 2019, il y avait quand même de quoi manifester auprès des avocats. Mais moi, quand je me suis retrouvée dans les bastions de manifestation associés à la SNCF, bizarrement, j'étais pas très contente. La troisième remarque, c'est que quand je me suis installée en indépendante, sachez que je me suis renseignée sur le MLPS. C'est le Mouvement pour la libération de la protection sociale, un peu dirigé par Claude Reichmann, qui lui indique l'idée suivante, c'est que, je le cite, il existe chez nous un code des assurances, et notamment un article qui autorise toute société européenne à commercialiser librement en France des assurances se substituant à celles de la sécurité sociale. Cet article bénéficie donc de la primauté du droit de l'Union européenne. Il s'impose à toute législation française contraire. C'est-à-dire que le point de Claude Reichmann, c'est de dire en fait, en tant qu'individu, on n'est pas obligé de cotiser à la sécurité sociale. On pourrait prendre un autre régime d'assurance. Bon, nous, du coup, ça voudrait dire que, comme c'est l'URSSAF qui gère les recouvrements, il faudrait s'affilier ailleurs et refuser, en fait, l'URSSAF. Il faut juste savoir, en fait, que ça existe et que dans d'autres sociétés, ça fonctionne différemment. L'URSSAF, la sécurité sociale, c'est une création qui date post-Deuxième Guerre mondiale, 1945 ou 1947. L'idée, c'est quelque chose de très généreux, très solidaire, très collectif. Mais il faut savoir que ça reste un système d'assurance et que, en fait, il semblerait qu'on puisse s'assurer autrement. En revanche, au moment où j'avais creusé dans les années 2010-2015, je me suis rendu compte que c'était un projet militant d'une vie. Parce qu'en fait, quand vous commencez à vous désaffilier, bizarrement, l'URSSAF, elle a les moyens quand même de vous redemander ses cotisations. Mais pourquoi je vous en parle? Parce que je trouve que cette prise de recul, elle est toujours intéressante. L'idée, c'est de ne pas considérer tout ce qu'on fait comme acquis parce que les anciens l'ont fait comme ça ou parce qu'on a toujours fait comme ça. Regardez un peu de quoi il en retourne. On aurait pu, tout à l'heure, je parlais de la carence de 90 jours, qu'avant, on couvrait tout seul parce qu'on était indépendant. Aujourd'hui, c'est à nouveau l'URSSAF qui prélève et qui ensuite indemnise. Honnêtement, ça nous rend vraiment proche du salarié, mais dépendant de toutes ces institutions franco-françaises. Donc ça, c'était pour les deux gros postes de sortie d'argent au niveau professionnel. L'un des suivants, en tout cas de mon côté, ça va être de m'affilier à de la prévoyance. Justement parce que si vous n'avez pas confiance dans le système, en tout cas avant, c'était elle qui gérait cette carence en cas de problématiques pendant les 90 premiers jours d'arrêt. Mais aussi, comment est-ce qu'on gère pour les 3 premières années d'incapacité? D'ailleurs, à ce propos-là, je vous invite, si vous avez une prévoyance, à bien revérifier, remettez le nez dans vos contrats et revérifiez les pourcentages. Parce qu'en fait, vous avez un pourcentage de handicap. Et c'est pas pareil d'être considéré comme handicapé à 30% ou handicapé à 90%. Oui, mais à quoi ça correspond d'être considéré comme handicapé à 30%?
Il s'agit aussi d'avoir une clairvoyance et de vérifier ça avec votre agent sur quelle partie du handicap est pris en compte. Prenons l'exemple de vos mains. Admettons que vous ayez un jour un accident, un de vos doigts coupé ou une de vos mains très abîmée. On peut se dire, non mais en orthophonie, on n'a pas tant besoin que ça de nos mains. Il y a des métiers où on en a plus besoin. Ok. Sauf que, comment est-ce que ça se passe pour vous si précisément, comme notre collègue Frédéric, vous êtes expert de la paralysie faciale et du coup, vous passez vos journées à réaliser des massages faciaux. Ça veut dire que pour un orthophoniste, vos mains sont particulièrement prépondérantes. Et donc, ce que je voulais pointer, et là où je voulais attirer votre attention, c'est de vous dire, si vous avez un contrat de prévoyance, revérifiez bien qu'il est adapté à votre clinique, à votre pratique, à votre tempérament, bref, à vous et uniquement à vous. L'un des autres postes qui doivent être, selon moi, intégrés dans nos dépenses professionnelles, ce sont des investissements. On y reviendra dans un podcast futur où je vais vous parler du système de retraite en France. Aujourd'hui, il me semble indispensable qu'on puisse commencer à capitaliser pour se préparer à une future retraite. Parce que moi, je travaille aujourd'hui comme si la Carpimco me ponctionnait, mais qu'au jour de mes 67 ans, elle ne me reverse quasiment que peanuts. On va dire que ce qu'elle me versera, ce sera de l'argent de poche. Ma retraite, j'ai la conviction qu'il faut que j'aille la construire ailleurs. Et ça, que ce soit un bien immobilier, en professionnel ou d'autres investissements, ça peut tomber d'une certaine manière sur des charges professionnelles. Là, en ce moment, moi, ma piste, c'est de regarder le bien immobilier. Ensuite, la dépense, elle n'est pas énorme, mais tous les mois, prendre une mutuelle. Mon comptable me disait récemment que ça fait partie des rares dépenses que vous pouvez arbitrer sur votre compte professionnel et les remboursements, eux, ont lieu sur le compte personnel. Et ça, apparemment, c'est acquis ou admis, on va dire. C'est mis en place au quotidien. Un des derniers points, c'est tout ce qui est protection juridique. Je vous en reparlerai aussi, et je l'ai déjà évoqué dans de précédents podcasts, c'est le fait qu'on a quand même une société qui évolue plutôt vers l'agressivité, le latent et l'individualisme, et du coup avoir des patients nocifs ou inadaptés ou qui peuvent aller jusqu'au procès, m'est avis que ça va de plus en plus nous arriver. Donc, si déjà vous avez un procès à gérer, en plus de vos consultations, en plus de votre clinique, ça va vous créer bien assez de stress. Assurez-vous donc d'être bien serein sur les aspects financiers et que tout ça, ça puisse être couvert. Et puis bien sûr, après, on revient à tous les postes de vos dépenses professionnelles. Il y a toutes les charges courantes du cabinet, l'électricité, le gaz. Ça, je passe assez rapidement. Je pense qu'on est tous capables de trouver au moindre coût, ou en tout cas ce qui nous ressemble le plus si on veut de l'électricité verte ou du gaz vert. Deux dernières remarques. Sur votre matériel, sur tout ce qui est outils thérapeutiques, pédagogiques. Et j'insiste sur le terme de matériel thérapeutique, parce que quand on parle de jeu, j'avoue que en termes de représentation mentale, ça fait pas sérieux, quoi. Après, on se dit oui, on n'est pas reconnu. Bah ouais, mais si déjà on dit qu'on joue, c'est pas rendu. Mais tout ça pour dire que une certaine partie de notre matériel thérapeutique est sous forme d'outils ludiques. Regardez quand même tout le matériel dont vous ne vous servez plus. Faites régulièrement le tri. Dans un précédent podcast, je vous ai parlé du fait que le stock présentait un coût. Donc regardez-y à deux fois. Les supports dont vous ne vous servez plus ou dont vous ne vous êtes pas servi pendant 1-2 ans, faites circuler, vendez-les en deuxième main, offrez-les à vos stagiaires, mais ne laissez pas les choses prendre la poussière sur vos étagères. La deuxième chose, c'est que quand vous achetez, regardez aussi la seconde main. C'est loin d'être anodin. Pourquoi ? D'une part, parce que les comptables, de plus en plus, discutez-en avec le vôtre, mais il y a une forme de tolérance un peu sur les justificatifs de dépenses type Boncoin ou Vinted. Et puis, l'idée aussi, c'est de ne surtout pas aller se dire « Ouais, non, mais c'est bon, c'est le cabinet qui paye. » Non, mais l'argent du cabinet, c'est votre argent. Donc ça, imaginez que vous avez une grosse besace unique, que ce soit de l'argent professionnel ou de l'argent plus personnel. Une dernière idée qui est peut-être mon plus gros conseil aujourd'hui dans ce podcast. Gardez-vous un mini budget livre en frais pro. Quand je parle de livres, des livres sur des thématiques qui vous animent. Achetez des rééducations orthophoniques, achetez le dernier livre de développement personnel qui vous inspire, achetez le dernier livre sur le changement d'habitude. En ce moment, je suis en train de lire Un rien peut tout changer de James Clear. Ce sont des livres qui changent en profondeur votre clinique, votre manière d'être,
la charge mentale, votre capacité à dire non à un patient ou une capacité à encaisser. Vraiment, consacrez-y à la fois de l'argent, mais consacrez-y aussi du temps pour les lire, pour les digérer, pour les parcourir. Une fois sur deux, ce sont des livres où on vous propose des petits exercices, de noter des éléments. Là, hier, je devais noter toutes mes habitudes, tout ce qui m'arrive dans une journée. Finalement, prendre du recul. Est-ce que mes habitudes sont bonnes? Est-ce qu'elles sont neutres ou est-ce qu'elles sont délétères? Non pas que ce soit long, mais en termes de disponibilité d'esprit, ça peut être intéressant d'avoir une consultation de moins dans la semaine pour avoir ce temps dédié avec une boisson chaude et de vous consacrer à vous. Vous êtes la source de tout le reste du travail. En bref, en termes d'exercices pratiques dans ce podcast, voilà ce que je peux vous proposer. Déjà, listez, par exemple dans un fichier Excel, listez les montants de vos chiffres d'affaires dans une première colonne, année après année. Vous reprenez toute votre 2035, ça va aller assez vite. La colonne d'après, vous y mettez vos bénéfices. Et bien, du coup, vous allez en déduire le montant de toutes vos cotisations, de toutes vos dépenses. Faites des pourcentages. Observez déjà quelle est l'évolution depuis que vous pratiquez. Est-ce que c'est stable? Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça dépend d'une année à l'autre? À nouveau, si vous avez la connaissance, vous avez la clairvoyance. Si vous avez la clairvoyance, vous allez pouvoir en déduire, créer du lien, prendre des décisions, planifier l'avenir. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce thème ou sur d'autres, abonnez-vous à ce podcast. Sinon, si vous souhaitez continuer à parler d'argent, de ce sujet tellement tabou, venez me rejoindre pour une journée de formation en présentiel. Ce sera à Paris, sur le thème « Gagner plus en travaillant mieux ». Est-ce possible? Sur 2023, il reste 2 journées, vendredi 17 novembre, vendredi 1er décembre. Pour les inscriptions, rendez-vous sur orthoptimiste.fr. Bonne journée.